très longuement. Là. À ce niveau-là, on se compare au reste du Canada, aux États-Unis, à l'Europe? Pour ce qui est de la fréquentation, c'est comme je dis, c'est au moins 10 points plus bas que le reste du Canada. Oui. Ouais. Et puis les États-Unis et l'Europe, avez-vous ça, les États-Unis, je connais moins. C'est un autre phénomène. Faudra aussi le typifier. Si on veut comprendre l'islam québécois, il faut le typifier. Alors l'islam américain est en partie fait de sud-asiatiques et de convertis à l'islam venant dans la communauté noire africaine, plutôt afro-américaine. Et les musulmans du reste du Canada sont surtout sud-asiatiques. Nous, ici, c'est un cas exceptionnel en Amérique, plutôt fait en majorité d'Arabes. Si vous m'emmenez là, je peux peut-être développer. Oui, allez-y. C'est en majorité des Maghrébins, donc Afrique du Nord, quoi. La chose la plus importante déjà, là, c'est qu'il faut enlever, si on veut comprendre l'islam du Québec, on n'arrivera jamais à ça sans déblayer du terrain de la table la France. Alors, l'islam du Québec ne ressemble à rien, ni en Amérique, ni en Europe. Alors, la première distinction, c'est qu'elle n'est pas monolithique comme en France, ce n'est pas fait de très majoritairement d'Arabes, c'est en majorité, mais c'est tout. C'est une très grande variété ethnique. J'ai recensé un minimum de 100 groupes ethniques qui composent l'islam québécois. Mais une majorité de combien d'Arabes? À environ 60% maintenant, mais il y a des Sud-Asiatiques, des gens d'Iran, des gens d'Afrique. Et vous comprenez déjà que c'est une communauté qui peut difficilement se communautariser compte tenu de la grande variété de groupes qui parlent pas ni la première langue ni la deuxième langue et qui fréquentent même pas les mêmes lieux de culte parce que il peut y avoir des sunnites et des chiites là-dedans. Ce qui n'est pas le cas en Europe. En Europe, on a des communautés monolithiques. Je prends ce mot-là qu'un petit M. Beaucoup de Maghrébins en France, beaucoup de Sud-Asiatiques. En Angleterre, beaucoup de Turcs. En Allemagne, alors déjà, vous voyez comment se compose notre communauté. Au Québec, c'est concentré surtout à Montréal pour 90% ou quelque chose comme ça? Environ, c'est à peu près ça, autour de Montréal et la Couronne. Il n'y a pas de ghetto. Ah non, ça c'est une autre caractéristique typiquement montréalaise même, c'est même pas canadien. Justement, probablement à cause de ce qu'insufflent les Maghrébins, mais d'autres groupes. Alors, les groupes ethniques, quand je viens d'évoquer, n'habitent pas dans les mêmes quartiers, se dispersent. Je dirais même qu'il y a une crainte de la ghettoisation dans certaines communautés. On évite ça. Et quand je vous ai dit qu'il faut oublier la France, c'est pas pour rien que je vous dis ça. C'est que beaucoup de gens qui se prononcent sur l'islam québécois ont des réflexes de connaissance de la France. Alors, ils s'imaginent qu'il y a un ghetto, ils s'imaginent qu'il y a des banlieues, ils s'imaginent qu'il y a des problèmes avec la police, et c'est ça comme en France. Et non, il faut oublier ça. On sait déjà qu'on n'a pas les banlieues à la française. Dieu nous garde. Déjà ça. C'est une caractéristique qu'on tient à conserver. Oui. Ben déjà ça, mais j'entends souvent encore qu'il y a des ghettos musulmans ou des marges. Il n'y a rien de ça. La population est extrêmement dispersée. Et autre élément intéressant, c'est une communauté contrairement à la France, où il y a des classes sociales très différentes, notamment une classe professionnelle bien installée. Ceux-là s'en vont en banlieue ou à Outremont ou ailleurs. Donc ça empêche tous ces phénomènes-là. Enfin, ça les diminue largement. Oui, parce qu'il y a un niveau d'instruction très élevé dans cette communauté. La Minfoura, vous les fréquentez. Est-ce que vous fréquentez toutes les communautés musulmanes aussi? Vous êtes strictement chez les Maghrébins? Je peux dire que je suis essentiellement chez les Maghrébins, mais j'ai l'occasion aussi de fréquenter d'autres communautés. Et juste pour un complément par rapport à ce que Frédéric dit, avec plus une approche, je dirais, de sciences exactes que sciences humaines, c'est que même mathématiquement, la capacité des mosquées, si on compte les capacités des mosquées à Montréal, ça dépasse pas, je pense, 30 000. Donc les 10% de pratiquants, même s'ils voulaient y aller, il n'y a pas de capacité de mosquée qui accueillerait plus que 10 ou 15% des musulmans. Donc ça confirme les chiffres qu'au niveau de la pratique aussi, ça dépasse pas 15%. Il y a combien de mosquées à Montréal? Il y a à peu près une centaine, mais c'est des petites mosquées. Les grandes mosquées, peut-être il y en a une dizaine maximum. Quand on parle de grandes mosquées, c'est 500 places. Il y a beaucoup de petites mosquées un peu éparpillées, mais aussi, à titre d'exemple, ces dernières semaines, suite à la question de la charte, il y a eu des tentatives de regrouper donc la communauté pour essayer d'échanger. Et je peux vous dire qu'elle est vraiment hétérogène. Et la question de la langue, par exemple, a été un des problèmes. C'est très difficile aujourd'hui de communiquer parce que on a les Maghrébins très francophones et qui parmi eux, il y a des personnes qui maîtrisent pas l'arabe aussi. Il faut le mentionner. Il y a des sud-asiatiques, eux, qui maîtrisent plutôt l'anglais. Les moyens orientaux, c'est plus l'arabe ou l'anglais. Donc, ce qui fait qu'avec une présence du français, ce qui fait qu'il y a vraiment une diversité au sein de la communauté. Quand on parle pour moi, on doit parler plutôt des communautés musulmanes et non pas d'une seule communauté. Et même au niveau de la pratique,
l'interaction avec la religion, elle est très 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 particulièrement liée au choc culturel de toute immigration. Je m'explique. Oui. Je connais beaucoup d'amis qui étaient en Algérie, des anti-religieux, qui étaient dans la gauche algérienne, et arrivant ici, ils vivent un choc, et on sait très bien que la religion est un des moyens aussi d'atténuer les effets d'un choc. Et à l'inverse, des gens qui étaient très pratiquants et qui arrivent ici, qui arrivent tout simplement de se détacher de certaines pratiques et d'adopter d'autres modèles de pratiques. Donc, c'est assez dynamique aussi comme communauté. C'est sûr, il y a des noyaux conservateurs qui, eux... Il y a beaucoup de choses dans ce que vous dites, Lamine Foura. Je retiens que pour réunir dans un congrès les musulmans de Montréal, il faudrait de la traduction simultanée. Exactement. Et puis, et qu'il y a des gens que le choc de l'immigration fait redevenir religieux. C'est comme ça que... Oui, une des options. Et j'ajouterais juste rapidement, Michel, un élément très important, c'est que quand on parle de problèmes au niveau des accommodements, de friction, c'est parce que les gens ne sont pas dans des ghettos. Parce que s'ils étaient dans des ghettos, ils vont déranger personne. Mais parce que les gens veulent se mélanger. Alors, ça a quel effet, vous dites? C'est que parce que les gens veulent se mélanger, qu'il y a des fois des frictions. Les frictions qu'on voit, les sensibilités par rapport à certaines attitudes qui sont reliées des fois à des écarts culturels pas tout à fait religieux, sont reliées à ce que les gens ne sont pas dans des ghettos. Ils se mélangent. Des frictions entre eux ou avec... Non, je parle avec la société d'accueil. Avec la société d'accueil québécoise francophone de souche. Mais parce qu'ils veulent se mélanger. Parce qu'ils sont venus ici pour se mélanger, ils veulent pas rester dans le ghetto. Et des autres communautés, soit au sein de la communauté musulmane, parce qu'il y en a, et d'autres communautés religieuses qui sont isolées, eux, on les voit pas, donc il n'y a pas de problème. Mais vraiment, pour moi, c'est ça le vrai problème, c'est pas l'inverse. C'est quand il y a des frictions entre la société d'accueil et les immigrants que je vois que la chose se passe dans le bon sens. L'intégration. Oui, Alicia Ferretti, vous vouliez ajouter quelque chose là-dessus? C'est vraiment intéressant, parce qu'en effet, non seulement il y a une volonté d'intégration que vous venez de mentionner, mais il y a aussi, comme société d'accueil, une volonté de résister au multiculturalisme ambiant qui enferme les gens dans des silos ethniques et au contraire de faire une nation commune avec tout ce monde-là. Donc, aussi le modèle d'intégration qui est valorisé au Québec est un modèle où on est en contact. Évidemment, si on est en contact, il peut y avoir des frictions, d'autant que l'immigration musulmane est quand même une immigration récente. Si je me reporte à il y a 50 ans, quand mon père est arrivé au moment où l'immigration italienne était très grande, il y avait aussi des frictions reliées à l'immigration. Et ce que vous dites à propos, les gens venaient d'Italie, ils parlaient le parler régional de leur... où ils ont tous appris à parler italien, c'est ici. Alors, bon, comme les Français d'ailleurs. C'est un peu une longue histoire, c'est alors, autant des colonies. C'est normal que dans une société qui privilégie l'intégration et où les gens cherchent en effet à s'intégrer, les contacts étant multipliés, il peut y avoir à l'occasion des frictions. Donc, mais vaut mieux les frictions que l'ignorance. Vaut mieux les frictions que l'ignorance. Vaut mieux que les ghettos. Oui, que les ghettos. Le repli identitaire. Et le repli identitaire, ajoute Sami Haroun, l'isolement, dit Frédéric Castel, oui. Il y a un élément aussi important qu'on a peut-être juste superficiellement évoqué. Je vous livre un scoop. La communauté musulmane, vous allez faire plaisir aux journalistes. Ça va faire plaisir aussi, c'est que la communauté musulmane du Québec, c'est la plus instruite de la planète. La communauté musulmane la plus instruite Montréal, de la planète. La plus instruite de la planète, jusqu'à la preuve du contraire. On parle d'un tiers de diplômés universitaires. Entre 30 et 40% des gens ont un diplôme universitaire, c'est souvent le 30 et 40%. Des gens entre 20 et 40 ans, c'est le double du taux moyen. Ben, c'est parce que c'est une élite qui a émigré dans des villes et ainsi de suite. Mais c'est important ce que je vous dis parce que en France, l'histoire de l'immigration maghrébine, quand elle a immigré dans les années 60, c'était 90% d'analphabètes. Alors, c'est évident qu'on a des problèmes d'intégration qui datent de longtemps, avec le rapport colonial et colonisé. Ici, on n'a rien de ça. Mais mettons ça de côté. Le fait que la communauté soit extrêmement instruite change tout la dynamique parce que comment se fait-il qu'émerge au Québec une chose tout à fait incroyable pour les gens qui étudient l'islam en Occident? C'est des postures citoyennes assumées à peu près partout, notamment en milieu maghrébin. Et des choses comme ça qu'il faut décoder, qu'il faut voir. Madame Ferretti. Mais c'est assez récent. Bon, moi, j'ai eu l'impression que c'était un effet du 11 septembre, ça. Non? Ben, c'était... Le choc, c'est le 11 septembre. Lamine Foura, Sami Haroun. Le choc, c'est le 11 septembre. Il me semble que c'est depuis le 11 septembre 2000.